Bonsoir Afrique, ici le décryptage africain. Ce soir, on découle les masques, on expose les coulisses, on vous donne la vérité nue. Faut-il parler d'Oumarou Sissoko Embalo comme de l'ex-président de la Guinée-Bissau? En tout cas, ce mercredi 26 novembre 2025, des militaires ont annoncé avoir pris le pouvoir dans ce petit pays lusophone coincé entre le Sénégal et la Guinée-Conakry. Ils pris le pouvoir et ils l'annoncent de manière fracassante à la télévision d'État. On écoute. Le haut commandement militaire chargé du maintien de l'ordre et de la sécurité nationale réagit à la découverte d'un plan de déstabilisation du pays. Un plan opérationnel qui a été élaboré par un homme politique national avec la participation d'un baron de la drogue notoire. Le plan découle aussi d'une action à l'étranger dont le but est de tenter de manipuler les résultats électoraux. La mise en œuvre de ce plan a été découverte par les services de renseignement de l'État qui ont mis au jour un dépôt d'armes. Alors pas besoin d'être un grand spécialiste de la Guinée-Bissau pour relever tout de même quelques ambiguïtés dans cette déclaration des militaires, dont on ne sait d'ailleurs s'ils sont des poutistes, de véritables poutistes, d'autant plus que ces derniers interviennent en plein processus électoral. Alors, le président sortant, Embalo, et son principal adversaire, Fernando Diaz, ont revendiqué la victoire après le scrutin présidentiel du 23 novembre dernier, c'était dimanche, dans l'attente des résultats provisoires officiels prévus pour jeudi, qui devront ensuite être validés par la Cour suprême. La tension était tout de même assez palpable, déjà assez palpable dans le pays. Il est important de noter que les deux opposants majeurs ont aussi été mis aux arrêts ce mercredi, c'est-à-dire Fernando Diaz, dont je parlais, mais aussi l'un des principaux opposants à Embalo, Domingos Simoes Pereira, qui a été tout bonnement écarté de l'élection par le président sortant. Une certaine popularité est à noter aussi autour de la candidature de Fernando Diaz qui est soutenue par le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Alors l'absence de ce parti historique qui est le fer de lance de l'indépendance de 1974 était aussi l'une des polémiques, au cœur même de la polémique, puisque ce parti avait été exclu du scrutin et des scrutins même présidentiels et législatifs, soi-disant pour un dossier jugé tardif. Alors parmi ces trois acteurs politiques, Embalo, Fernando Diaz et l'autre opposant, qui est le fameux auteur du supposé plan de déstabilisation dont parlent les militaires en relation avec des barons de la drogue. En réalité, la rhétorique du péril venu de l'étranger, les références aux services de renseignement qui auraient eu accès à des informations tellement graves qu'elles justifieraient l'arrêt du processus électoral, tout cela laisse à penser que ce n'est pas le président sortant qui est vraiment visé. D'autant plus qu'Embalo a eu fait assez étonnant, d'ailleurs dans le cadre d'un coup d'État, la liberté d'appeler des journalistes pour leur expliquer qu'il était aux arrêts. Parmi eux, François Soudan de Jeune Afrique et Marc Perelman de France 24. On écoute le récit de Marc Perelman. Évidemment, je suis entretenu avec le président destitué, au dire des militaires, Embalo Sissoko, il y a 1 heure environ, très brièvement. Il m'a confirmé, je peux vous confirmer que c'était lui au téléphone, c'était bien sa voix, qu'il avait bel et bien été renversé, qu'il était à l'état-major et qu'il ne pouvait pas vraiment me parler. Mais enfin, il m'a quand même confirmé qu'il avait été destitué. Mais visiblement, il avait encore la possibilité de communiquer. Voilà tout ce que je peux vous dire. C'est également ce qu'il avait dit auparavant à nos confrères de Jeune Afrique. C'est vrai que ça paraît un petit peu étonnant qu'il puisse encore communiquer en ayant été destitué. Reste à savoir si c'était juste temporaire et que si ce communiqué qui vient d'être lu met fin à sa présidence ou non. Voilà ce qu'on peut dire à ce moment de l'après-midi. Il faut juste rappeler que la Guinée-Bissau est un pays qui a non seulement connu des coups d'État, mais aussi beaucoup d'annonces de coups d'État qui n'en étaient pas vraiment.
Alors, la question est tout à fait légitime. Sommes-nous en face d'un de ces coups d'État qui n'en sont pas vraiment, à une manœuvre du pouvoir sortant pour mettre un terme à un processus au bout duquel il aurait été obligé, peut-être, très probablement, de rendre le pouvoir à ses ennemis politiques, à un scénario, on peut le dire, à la gabonaise, où un militaire bien en cours fait un putsch pour à la fois renverser le président sortant, empêcher que l'opposition arrive aux affaires et préserver les intérêts d'une partie du sérail. On peut se poser aussi la question, est-ce l'expression sincère de militaires patriotes voulant éviter à leur pays une aventure périlleuse? La dernière hypothèse est manifestement la plus probable, car le scrutin du 23 novembre dernier en Guinée-Bissau avait été conçu selon, disons, la jurisprudence Yaoundé, d'Abidjan ou alors de Dar es Salaam. L'opposant le plus redouté, Domingos Simoes Pereira, dont je parlais précédemment, avait été exclu de la course, je le disais, dans un article publié par le site The Conversation. Des universitaires, notamment Jonathan Powell et Salah Ben Hamou, dénonçaient une élection déjà entachée et jouée d'avance. Car Domingos Simoes Pereira n'est pas n'importe qui, disons-le. C'était le candidat du PAICG, le parti qui a combattu les Portugais et obtenu l'indépendance du pays. Le parti du célèbre Amilcar Cabral, l'ancien parti unique donc qui a régné sans partage pendant plusieurs décennies, a quitté le pouvoir et est reparti dans l'opposition. Et surtout, la coalition dominée par le PAICG est arrivée en tête des législatives en 2023 avec 54 députés sur 102 des législatives organisées après une dissolution de l'Assemblée nationale par le président Embalo, et qui avait été donc forcé à une cohabitation. Comment se débarrasser de cette coalition manifestement majoritaire? En écartant le candidat du PAICG, de la présidentielle, mais aussi tous les candidats de cette coalition des législatives qui se sont à nouveau tenus le week-end dernier. Pourquoi? Parce que les délais ne permettaient pas de vérifier d'hypothétiques irrégularités sur son dossier de candidature, selon le tribunal suprême de justice, donc, qui avait analysé cette candidature. Mais voilà que Domingos Simoes Pereira et son parti ont choisi de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de faire la campagne pour le seul opposant autorisé à se présenter, c'est-à-dire Fernando Dias, qui appartient au parti, et pour une rénovation sociale. La manœuvre a créé en tout cas une coalition renforcée de l'opposition au lieu de la démobilisation qui était attendue. De plus, l'opposition soutenait que le mandat du président Embalo était expiré depuis le 27 février dernier. Cette présidentielle fait donc suite à cette dissolution très contestée du Parlement, dominée par l'opposition, dissolution menée par le président Embalo lui-même en décembre 2023, qui gouvernait depuis par ordonnance. Selon certaines sources, les premières tendances donneraient Fernando Dias en tête du scrutin, dans un contexte où les résultats devaient être certifiés par la mission d'observation de la CEDEAO. Le coup des militaires met donc fin à un processus porteur de grands dangers pour le président sortant Embalo. En 2023 déjà, Embalo avait dénoncé une tentative de coup d'État à son encontre. On l'écoute. Le Guinéen a dénoncé samedi une tentative de coup d'État qui a été préparée selon lui avant le 16 novembre, date des célébrations du 50e anniversaire des forces armées. Je suis aussitôt revenu à cause de cette tentative de coup d'État, mais je peux vous assurer qu'il y aura de graves conséquences. Il n'y aura jamais plus d'autres coups d'État. Le coup d'État du 1er février est déjà terminé. Tous les acteurs paieront cher. Le président Umaro Sissoco Embalo a annoncé qu'une commission d'enquête sera constituée très prochainement. Il a dans le même temps remercié les forces armées pour leur loyauté. Le calme est depuis revenu dans la capitale avec l'annonce de la capture du commandant de la garde nationale, le colonel Victor Tchongo. Samedi, le dispositif sécuritaire a été allégé à Bissau, mais des militaires étaient toujours visibles à certains endroits.
Acculé en interne, Umaru Sissoko Embalo était également fragilisé dans la sous-région ouest-africaine après le départ du pouvoir sénégalais de Macky Sall. Macky Sall, dont il était extrêmement proche, et en dépit de ses renforts d'amabilité vis-à-vis de Bassirou Diomaye Faye, il a eu beaucoup de mal à retrouver l'unanimité régionale. C'est un garçon qui a la tête sur les épaules, très calme, poli, qui est intelligent. Et chaque fois, nous sommes côte à côte. Quand nous sommes en CEDEAO, nous sommes toujours à côté, on concerte beaucoup. Et beaucoup, j'ai dit ça à beaucoup de chefs d'État. Et donc Macky, il dit, Macky, Diomaye m'a surpris. J'avais ces sentiments quand il est venu. Bon. Et ils savent que Macky, c'est mon frère. Ça, on ne discute pas. Mais il m'a montré aussi que lui, c'est mon frère, Diomaye. Il m'a dit, Mbalo, Macky, c'est ton grand frère, moi, je suis votre jeune frère. Mais vous savez que le PASTEF est proche idéologiquement du PAIGC et que Ousmane Sonko, le Premier ministre, est proche de Domingos Pereira. Bon, ça, je ne sais pas. Mais je peux vous dire qu'au Sénégal, la tradition, vous pouvez être proche, là-bas, c'est l'État. Au Sénégal, vous pouvez être proche d'un parti, mais une fois que vous arrivez au pouvoir, la structure d'État au Sénégal est très costaud. Toujours en ce qui concerne ce contexte régional, il faut garder à l'esprit qu'une crise post-électorale précédente en Gambie voisine avait poussé le président sortant, Yahya Jammeh, à abandonner le pouvoir en 2017 à son rival Adama Barrow. Et déjà à l'époque, c'était sous la pression du grand voisin sénégalais, de l'ancien président Macky Sall. Donc, on observe une histoire nationale bissau-guinéenne marquée par une forte instabilité politique avec 4 coups d'État et de multiples tentatives depuis l'indépendance. La proclamation des résultats y est d'ailleurs un moment traditionnellement générateur de contestation. On continuera bien entendu d'observer l'évolution de la situation en Guinée-Bissau et à vous tenir au courant, tenir informé dans Décrypter l'Afrique.